Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un atelier organisé par Emma Liao, une passionnée d'éco-construction que j'ai déjà présenté par le passé. Nous étions une douzaine de personnes réunies pendant un week-end pour apprendre les rudiments de l'utilisation de l'enduit à la chaux. Nous allons donc parler de ce matériau, la chaux, mais pas seulement, parce que cet atelier est aussi représentatif des activités organisées par Emma et c'est vraiment inspirant. Tout d'abord, le lieu m'a laissé un peu perplexe. Quand j'ai appris que c'était à 5 minutes de la gare TGV de Hsinchu, je me suis vraiment demandé si je m'étais pas trompée. Pratiquer l'éco-construction dans un quartier où les tours en béton ont poussé comme des champignons tout autour de la gare ces dernières années, est-ce bien possible ? Mais oui, figurez-vous qu'au milieu de cette forêt de tours en béton, il y a une petite école alternative, une école Waldorf, qu'Emma connaît bien, car elle y a construit un four en terre l'année dernière, et avec les enfants. Dans cette école, les enfants ont vraiment de la chance. Même s'ils habitent en ville, chaque année, ils mangent le riz qu'ils cultivent eux-mêmes. La rizière de l'école est située non loin de là, entre des immeubles. C'est pour le moins original. En tout cas, même si certains habitants du quartier auraient préféré encore plus de béton, j'ai ressenti que cette petite école est un endroit très précieux. Tout simplement, ça permet de ne pas être totalement hors sol et de garder les pieds sur terre. Même si l'atelier organisé par Emma n'a duré que 2 jours, il a permis aux participants d'acquérir des connaissances de base sur la chaux et de s'entraîner à enduire les murs. Pour l'école, c'était positif également. Ça a permis de décorer un mur avec des enduits de couleurs différentes, selon de jolies formes arrondies et qui, j'en suis sûre, raviront les enfants. Cette fois-ci, les élèves n'ont pas pu participer. Contrairement à la terre crue, utilisée pour construire le four, la chaux peut être un peu dangereuse si l'on ne prend pas suffisamment de précautions, et les enfants étaient trop jeunes. Pour commencer, Emma nous a donné des éléments de contexte sur la chaux. C'est un matériau qui est utilisé traditionnellement en architecture à Taïwan, qui donne la couleur blanche aux murs des anciennes maisons. À Taïwan, il pleut beaucoup, donc s'il n'y a pas de chaux pour protéger les murs construits en matériaux naturels, par exemple les murs en terre crue, eh bien l'eau de pluie les abîmerait. C'est pourquoi autrefois les gens enduisaient les murs à la chaux pour qu'ils résistent plus longtemps aux intempéries. Pour que le mur soit vraiment étanche, il faut plusieurs couches et enduire à nouveau après quelques années. Ça peut en décourager certains, mais pour Emma, on peut voir les choses différemment. Ça peut être l'occasion d'inviter des amis à le faire ensemble, et ensuite on fait la fête. Emma nous a aussi expliqué qu'il y a 2 manières d'obtenir de la chaux. Autrefois, les gens qui habitaient dans la montagne ou près de la montagne utilisaient de la chaux issue d'une carrière de calcaire. C'est donc en chauffant la pierre calcaire qu'ils obtenaient la chaux. Les gens qui habitaient près de la mer, eux, n'avaient pas accès à des carrières de calcaire, puisque ces dernières se trouvent dans la montagne. Ils faisaient avec les ressources locales, les ressources de la mer. Ils trouvaient par exemple du carbonate de calcium dans les coquilles d'huîtres en les chauffant. Mais de nos jours, d'un point de vue industriel, c'est très compliqué de récupérer des coquillages et de les brûler. En comparaison, c'est très facile d'exploiter de manière industrielle des carrières de calcaire dans les montagnes. Les industriels se concentrent donc aujourd'hui sur les carrières en montagne. Ils n'utilisent plus les coquilles d'huîtres. En plus, de nos jours, les gens ne savent plus construire eux-mêmes leurs maisons. Donc ils n'utilisent plus les coquillages pour faire de la chaux. C'est pourquoi à Taïwan, on ne trouve plus de chaux fabriquée à partir de coquilles d'huîtres. C'est dommage parce que nous sommes une île et la chaux fabriquée à partir des ressources de la mer est bien adaptée à notre climat pour protéger les maisons de la pluie. Emma n'aime pas trop la chaux qui provient des carrières dans la montagne car ce n'est pas très respectueux de l'environnement. La chaux qui provient des coquilles d'huîtres est plus durable. C'est la logique de l'économie circulaire. De toute façon, on mange des huîtres, alors pourquoi ne pas récupérer les coquilles qui sont considérées comme des déchets pour en faire de la chaux ? En termes de rendement, ce n'est pas très satisfaisant pour les industriels, car il faut un très grand volume de coquilles pour obtenir un peu de chaux. Mais Emma est persévérante. Elle s'est débrouillée pour fabriquer de la chaux à partir des coquilles d'huîtres à Taïwan. Nous avons essayé de trouver une usine qui par le passé a fabriqué de la chaux de coquilles d'huîtres. C'est nous qui sommes allés chercher les coquilles d'huîtres et qui les avons transportées jusqu'à l'usine. Puis nous leur avons demandé de les chauffer à la température adéquate. Une fois que nous obtenons la poudre, nous ne pouvons pas l'utiliser tout de suite. Il y a un processus à suivre avant de pouvoir l'utiliser en construction.
En chinois, on dit yang hui. Ça prend du temps, au minimum 3 mois. Mais les artisans taïwanais conseillent d'attendre au moins 1 an avant d'utiliser la chaux pour construire. Et les bâtisseurs italiens d'autrefois attendaient 3 ans avant de l'utiliser. Bref, plus on attend, plus la chaux est facile à utiliser pour l'artisan et plus sa qualité est bonne quand elle passe de l'état liquide à l'état solide sur le mur. En quoi consiste le processus Yang Hui pour préparer la chaux? Il faut la laisser reposer ou il faut faire quelque chose? Il y a des choses à faire, bien sûr. Une fois qu'on a mélangé la poudre de chaux à l'eau, il faut la remuer 1 fois par jour pendant 3 mois en faisant un mouvement spécial. Ensuite, il faut la remuer 1 fois par semaine. Et 3 mois plus tard, on remue 1 fois par mois. Il faut avoir pas mal de place pour stocker la chaux liquide et la remuer de temps en temps. J'ai demandé à Emma quelle était la différence entre la chaux qu'on appelle en chinois crue, sheng shi hui, et celle qu'on appelle chaux mûre ou cuite, shou shi hui. Oui, autrefois, dès que les artisans avaient chauffé le calcaire, ils mélangeaient immédiatement cette poudre avec de l'eau et commençaient alors le processus de yang shi hui dont je vous ai parlé. En fait, à l'époque, on ne faisait pas vraiment la différence entre sheng shi hui et shou shi hui. À un moment, le processus s'est industrialisé et les gens ont voulu acheter de la chaux en magasin. Mais la chaux au sheng shi hui, c'est dangereux, ça a des propriétés explosives. Donc en magasin, on ne peut vendre que de la chaux shou shi hui. Il y a un procédé qui permet de réduire sa dangerosité et faire en sorte que le matériau ne soit pas trop réactif au contact de l'eau. C'est à cette condition que l'on peut vendre la chaux en magasin pour enduire les murs. Petite précision, vous vous demandez peut-être si la chaux est un matériau vraiment naturel, puisqu'il faut calciner le calcaire à haute température. C'est une question tout à fait pertinente, ça se discute en effet. La calcination du calcaire émet du CO2, mais une fois la chaux utilisée en construction, elle carbonate, elle redevient pierre. Et au final, c'est un matériau proche de la neutralité carbone, ce qui n'est pas le cas du ciment, qui est d'ailleurs chauffé à des températures encore plus élevées. Une autre différence avec le ciment, c'est que la chaux est perspirante. Elle laisse passer l'air, ce qui rend l'atmosphère plus saine et moins humide à l'intérieur du bâtiment. Après les explications, au boulot. Mais avant de nous attaquer au mur, il faut un peu d'entraînement. Alors nous avons commencé par enduire chacun une planche en bois. Après l'avoir humidifiée, on a utilisé le pinceau-brosse pour enduire avec une première couche de chaux pure de couleur blanche. Puis nous avons utilisé une truelle pour enduire une couche de chaux préalablement mélangée à du sable. Ce matériau avait été préparé à l'avance par Emma pour gagner du temps, car en 2 jours, on n'aurait évidemment pas eu le temps de préparer les matériaux. Nous avons pu nous entraîner au geste d'enduire à l'aide de la truelle. Le genre de geste qui est à la fois très agréable et aussi un peu énervant, parce qu'on a toujours l'impression que c'est jamais parfait. Encore un petit coup par-ci, puis par-là, on n'arrive plus à s'arrêter. On balance entre méditation et acharnement. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en mettant nos planches les unes à côté des autres à la fin, eh bien, il n'y en avait pas 2 exactement pareilles. Chacun a un coup de main différent. Emma est très attentive aux détails et à la sécurité. La chaux a tendance à sédimenter, il faut donc la mélanger régulièrement. Quand on la mélange, il faut porter des lunettes de protection parce que la chaux éclabousse plus que l'eau. Nous portions des gants en latex, mais Emma nous a aussi appris que si l'on a de la chaux sur la peau, il ne faut pas l'enlever avec de l'eau, car dans ce cas, elle entre dans la peau par les pores. Il faut donc simplement la laisser sécher, et ensuite, elle s'effrite comme de la terre. Emma nous a aussi donné des conseils pour nettoyer nos outils. C'est très important, sinon on ne peut pas les réutiliser. Par exemple, les platoirs et les truelles, si on n'arrive pas bien à enlever la terre ou la chaux qu'il y a dessus, il faut les frotter sur du sable. Pour nettoyer les seaux après les avoir vidés de la chaux et les rendre comme neufs sans utiliser d'eau, il y a un outil spécial qu'on appelle en chinois taoman, ce qui signifie la truelle en forme de pêche. C'est vraiment pratique. Emma nous a aussi appris à ne pas gaspiller la chaux. C'était très important aux yeux de Liao Zhide, le maître artisan avec qui Emma a appris à utiliser la chaux. Liao Zhide était toujours très sympathique, sauf lorsque quelqu'un laissait tomber un peu de chaux par terre. Il se mettait en colère et rappelait qu'il ne faut pas gaspiller ce matériau précieux. C'est aussi la raison pour laquelle il ne faut préparer que la quantité de chaux dont on a vraiment besoin. Emma nous a donné un petit exercice. Combien faut-il de seaux pour enduire une épaisseur de 2 cm, un mur de 10 mètres carrés?
un petit exercice mathématique comme nous n'avions plus l'habitude d'en faire depuis des années. On s'est retrouvés un peu comme sur les bancs de l'école. Le deuxième jour, c'est le grand jour. Nous allons enduire les murs. Bien sûr, nous ne sommes pas des maçons, donc nous n'avions pas encore le coup de main. Mais Emma nous a expliqué et petit à petit, on progresse. Chacun fait de son mieux, le silence témoigne de notre concentration. Pendant le stage, Emma a aussi eu le temps de nous montrer certaines de ses réalisations et de nous expliquer ce qu'est l'éco-construction. Selon elle, c'est le fruit de 3 éléments. Des matériaux naturels qui peuvent revenir à la nature, un design durable et l'entraide. Elle nous a aussi raconté qu'il y a 12 ans, quand elle a changé de vie pour se lancer dans l'éco-construction, elle voulait construire elle-même sa maison. En fait, ce qu'elle recherchait, c'était peut-être un sentiment de sécurité. Mais au fil des années, elle a découvert qu'une maison, ce n'est pas forcément 4 murs. Une maison, c'est là où l'on partage des moments de convivialité. D'ailleurs, aujourd'hui, Emma vit toujours dans un camping-car. D'après son expérience, ce qu'apporte la pratique de l'éco-construction, c'est surtout un dialogue avec soi-même, par exemple quand on enduit un mur. Et ça ne s'achète pas en magasin et ça ne se fabrique pas non plus en usine. Il faut bien le dire, ce que les participants apprécient par-dessus tout dans les ateliers d'Emma, ce sont les repas. La coéquipière d'Emma, Xiao Chan, se sert du four à merveille et nous concocte toujours de bons petits plats. Comme dit Emma, si tu veux qu'un atelier d'éco-construction soit un succès, il faut attirer des participants et pour ça, il faut qu'ils mangent bien. Donc idéalement, il faut d'abord construire un four. Et des WC douches accessoirement, c'est utile aussi. Pour le reste, les participants peuvent camper. Désormais, si quelqu'un contacte Emma pour construire un four en terre, elle ne le fait qu'à condition que Xiao Chan puisse donner quelques cours pour apprendre à l'utiliser. En effet, par le passé, trop de gens ont construit des fours en terre, c'était presque devenu une mode, sans savoir s'en servir, et du coup l'ont abandonné. Certaines personnes pensent qu'un four en terre consomme une grande quantité de bois. C'est une idée reçue selon Emma. On chauffe une fois, et ensuite on peut cuisiner pendant plusieurs jours. Mais il faut comprendre comment ça marche. Certaines personnes d'ailleurs ont même un système qui permet de chauffer l'eau de la douche grâce au four. C'est donc très économe en énergie pour les bricoleurs. Comme vous pourrez le voir sur le site de cette émission sur RTI, le four construit par Emma dans cette école est vraiment magnifique et très original aussi. On dirait qu'il est recouvert d'un petit chapeau. Et puis le tuyau est entouré de bambous sur lesquels on peut accrocher des ustensiles, des cuillères, des casseroles, etc. Comme cet endroit est chaud, ça permet de les sécher plus vite. Très bonne idée. L'atelier s'est terminé sur un partage de ce que nous avons pensé de ces 2 jours. Les participants étaient tous si enthousiastes qu'on a finalement terminé beaucoup plus tard que prévu. Emma aussi a partagé ses pensées. Souvent, on nous traite de doux rêveurs, mais tout le monde a des rêves. C'est juste que certains les ont déjà abandonnés. Pourquoi n'arrivons-nous pas à les réaliser ? Eh bien, c'est parce que c'est trop difficile de le faire tout seul. En revanche, si on se met en lien et qu'on s'entraide, on peut réaliser le rêve d'une personne la première année, d'une deuxième personne la deuxième année, et ainsi de suite. Ensemble, on peut donc aller plus loin. C'est sur ce conseil d'Emma que se clôt cette émission. C'était Sasa au micro de RTI et je vous donne rendez-vous mardi prochain.